Un nouveau recours au 49.3 à l'Assemblée nationale. Comme en février dernier, le Premier ministre Manuel Valls a engagé la responsabilité de son gouvernement afin de permettre l'adoption de la loi Macron sans passer par un vote. L'opposition a aussitôt déposé une motion de censure. Le Front National annonce la formation d'un nouveau groupe au Parlement européen baptisé Europe des Nations et des Libertés. Il sera co-présidé par Marine Le Pen et par le néerlandais Marcel De Graaf. Jean-Marie Le Pen, en revanche, n'en fait pas partie. Et puis la peine de mort confirmée pour l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Il a été reconnu coupable d'évasion de prison et d'incitation à la violence. Il vient également d'être condamné à la prison à vie dans un autre procès, des verdicts qu'il compte contester en appel selon son avocat. Bienvenue sur France 24. Comme prévu en France, le gouvernement est donc passé en force aujourd'hui pour faire adopter la loi Macron à l'Assemblée nationale sans faire voter les députés. Nouveau recours à l'article 49.3 de la Constitution. L'annonce a été faite par le Premier ministre Manuel Valls. On l'écoute. Je connais les immobilismes et les conservatismes. Et je sais aussi que certains préfèrent les postures à la réforme. Mais je sais surtout que nous devons aller vite, que nous devons accélérer le rythme des réformes. Et parce que ce texte soutient l'emploi, parce qu'il va redonner du pouvoir d'achat, parce que c'est un texte de progrès, un texte moderne, parce qu'il donne un coup de jeune à notre économie, pour toutes ces raisons, j'agirai avec la même responsabilité et avec la même détermination que le 17 février. Et vous venez de le voir sur les images, de nombreux députés ont décidé de quitter l'hémicycle au moment de l'annonce de Manuel Valls. Beaucoup dénoncent un déni de démocratie. Écoutez notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Énormément de députés ont quitté l'hémicycle. Manuel Valls qui a donc annoncé très rapidement, en plus ce recours au 49.3, il le répète depuis ce matin, il ne veut pas perdre de temps, il veut que la loi aille très vite, et bien même à l'Assemblée, il n'a pas perdu de temps. On attendait un discours d'Emmanuel Macron. On a eu tout de suite Manuel Valls qui a mis un discours assez court en plus, environ 7 minutes, pour mettre immédiatement dans la balance le gouvernement. Manuel Valls qui a donc immédiatement annoncé ce recours au 49.3 devant un hémicycle pratiquement vide. Et puis Claude Barthelone ensuite a annoncé que le recours au 49.3 de fait clôturait les débats sur cette loi Macron. Et sachez que les Républicains et l'UDI ont donc déposé dès maintenant une motion de censure. Par ailleurs, la loi Macron, il faut le savoir, comprend une série de mesures qui visent à libéraliser certains secteurs comme le transport par autocar. Elle prévoit aussi l'extension du domaine du travail dominical. Des mesures qui sont loin de faire l'unanimité, comme nous l'explique Georges Lédric. Au fil d'un parcours parlementaire mouvementé, la loi Macron a subi de nombreuses modifications, mais ne fait toujours pas consensus. Le principal point de blocage qui irrite les députés les plus à gauche reste l'assouplissement du travail dominical. Les commerces pourront bien ouvrir 12 dimanches au lieu de 5. L'autorisation du maire sera nécessaire. En revanche, aucune contrepartie salariale minimum ne sera inscrite dans la loi. Une compensation sera obligatoire, mais négociée entreprise par entreprise. Deuxième point délicat à gauche, la réforme des prud'hommes. Les délais seront raccourcis. Sur les indemnités de licenciement dans les PME, le texte introduit un barème précis. En clair, ces indemnités seront désormais plafonnées, plus faciles à prévoir pour les entreprises. Dernier point majeur d'affrontement, surtout avec la droite, le sort des professions réglementées comme les notaires et les avocats. Leurs tarifs seront dorénavant encadrés par décret. Certaines mesures rassemblent, comme la réforme du permis de conduire ou la libéralisation du transport en autocar. De manière générale, le gouvernement supprime une grande partie des amendements introduits par les sénateurs. Le texte proposé sera donc très proche de celui qui était passé en force le 17 février dernier. Marine Le Pen a dévoilé ce mardi à Bruxelles la composition de son nouveau groupe au Parlement européen, baptisé Europe des Nations et des Libertés. Il rassemble des députés autrichiens, belges, néerlandais, italiens, britanniques, polonais et bien sûr français. Une victoire politique et financière. Écoutez Marine Le Pen. Immigration massive, souveraineté, TAFTA, sécurité, relations internationales, défense des travailleurs, défense de l'agriculture et des TPE-PME. Nous avons pesé sur l'ensemble de ces dossiers, mais avec les moyens très limités qui nous étaient accordés
par notre statut de non-inscrit. Cette situation est aujourd'hui révolue. J'ai la joie de vous annoncer la création du groupe Europe des Nations et des Libertés. La question des migrants est au cœur de la réunion qui se tient en ce moment au Luxembourg. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont retrouvés pour examiner le programme de prise en charge de quelques 40 000 demandeurs d'asile, un programme proposé par la Commission européenne. L'objectif, c'est de soulager l'Italie et la Grèce. La France, elle, fait figure de mauvais élève. Elle s'est attirée les foudres des autorités italiennes ces derniers jours après avoir bloqué sa frontière à 26 000 pour empêcher des migrants de débarquer sur son sol. Axel May. Les carabiniers tentent le coup de force. Faire monter dans ce bus de la Croix-Rouge italienne les migrants qui ont rejoint le terre-plein central pour se reposer après une nouvelle nuit sur les rochers. L'échauffourée dure quelques minutes. Une quinzaine de migrants sont pris. Les autres rejoignent en courant cet enrochement qu'ils occupent depuis samedi soir. Plus de chants, plus d'espoir. Ils sont épuisés. Maintenant, notre situation est très difficile. Mais j'espère que l'on aura une réponse de l'Union européenne pour nous donner une solution le plus vite possible, parce que nous ne sommes pas bien ici. Depuis qu'ils ont décidé de demander de l'aide, qu'ils ont arrêté de tenter de passer clandestinement la frontière, leur situation n'a fait qu'empirer, sur fond de tension entre la France et l'Italie. En fait, on est en train de se demander qui doit, qui peut, comment faire, en essayant bien sûr de filer la patate chaude aux voisins. Le ministre de l'Intérieur italien a déclaré « Ce qui se passe ici est un coup de poing à la face de l'Europe ». Une Union européenne qui n'arrive pas à mettre d'accord ses membres, dont la France, sur une prise en charge globale des migrants. Conséquence, l'Italie et la Grèce sont seules, en première ligne, face à cette urgence humanitaire. Un tribunal égyptien a confirmé la peine de mort qu'il avait infligée il y a un mois à l'ancien président Mohamed Morsi. Il a été reconnu coupable d'évasion de prison et d'incitation à la violence. Un peu plus tôt, le même tribunal avait condamné ce matin Mohamed Morsi à la prison à vie dans un autre procès pour espionnage. Inès Olagaray. Derrière ces grillages, Mohamed Morsi écoute sa condamnation, un sourire figé sur le visage. Mohamed Morsi est condamné à la peine de mort pour les charges qui pesaient contre lui. Le tribunal du Caire confirme donc la peine capitale qu'il avait déjà infligée il y a un mois à l'ancien président. Une sentence désormais approuvée par le moufti d'Égypte, le plus haut dignitaire religieux du pays. L'ancien président était jugé pour évasion lors de la révolution égyptienne en 2011, mais aussi pour avoir planifié des attaques contre l'État. Un peu plus tôt dans la journée, le même tribunal a condamné Mohamed Morsi à la prison à vie pour espionnage. Ses avocats ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel. Dans le box des accusés, 34 autres membres des frères musulmans, dont le guide suprême Mohamed Badié, lui, condamné à mort pour espionnage. Les annonces qui ont été faites aujourd'hui enterrent encore un peu plus la démocratie en Égypte. C'est le résultat de presque 2 ans d'érosion des droits de l'homme dans le pays depuis le coup d'État militaire. Mohamed Morsi a été destitué en 2013 par l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi. Depuis, ses partisans sont la cible d'une violente répression. Selon Human Rights Watch, au moins 1400 manifestants partisans des frères musulmans ont été tués, plus de 40 000 autres ont été arrêtés et des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a également réagi aujourd'hui. C'était un proche soutien de l'islamiste Mohamed Morsi. Il appelle la communauté internationale à agir pour empêcher son exécution. Les forces kurdes ont repris la totalité de la ville syrienne de Tal Abyad. Elle était jusque-là aux mains de l'organisation de l'État islamique. Une victoire stratégique qui permet aux Kurdes de contrôler désormais 400 km de frontière avec la Turquie. Valériane Gauthier. Les combattants des forces kurdes syriennes patrouillent à Tal Abyad. Selon l'OSDH, ils contrôlent désormais la totalité de cette ville frontalière avec la Turquie. Appuyés par les avions de la coalition internationale et des hommes de l'armée syrienne libre, les unités de protection du peuple kurde ont repris Tal Abyad au groupe État islamique.
Un revers de taille pour les djihadistes, car ce point de transit leur permettait d'acheminer des armes, du pétrole et des recrues étrangères vers les territoires qu'ils occupent en Syrie, notamment vers leur fief de Raqqa. Les combats ont conduit des milliers d'habitants de la région à se réfugier en Turquie, Ankara qui se dit incapable d'accueillir ce flot massif de réfugiés. Ce n'est pas une situation tenable. La Turquie est le seul pays à ouvrir ses portes à ses victimes. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 23 000 Syriens sont entrés en Turquie depuis le début du mois. Al-Qaïda dans la péninsule arabique confirme la mort de son chef Nasser al-Rouaichi. Il a été tué par un drone américain au Yémen. Son remplaçant est déjà nommé. Axel May. La presse américaine avait annoncé son décès, son organisation l'a confirmé. ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a reconnu dans une vidéo que son chef était mort. Nasser al-Rouaichi a été tué par un drone la semaine dernière dans le sud du Yémen. Ce n'est pas la première fois que des drones américains éliminent des cibles djihadistes dans ce pays aujourd'hui en guerre. Le précédent chef d'ACPA avait été tué de la même façon il y a 4 ans. Les États-Unis considèrent cette branche d'Al-Qaïda comme la plus dangereuse. ACPA avait d'ailleurs revendiqué sur le tard l'attaque de Charlie Hebdo début janvier à Paris. La disparition de Nasser al-Rouaichi constitue en tout cas un sérieux revers pour le groupe djihadiste, même s'il assure que son chef a déjà été remplacé par cet homme, Qassim al-Rimi, qui était jusque-là le commandant militaire d'ACPA. Les négociations pour trouver une solution au conflit yéménite s'ouvrent quant à elles ce mardi à Genève. L'avion de la délégation rebelle a fini par atterrir aujourd'hui après avoir été bloqué à Djibouti pendant près de 24 heures. Mais les rebelles houthis ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils refusaient tout dialogue avec le gouvernement yéménite en exil qu'ils estiment illégitime. Ils réclament en revanche des discussions directes avec l'Arabie saoudite dont les frappes visent quotidiennement leur position. À Bahreïn, le chef de l'opposition chiite, Sher Ali Salman, a été condamné à 4 ans de prison. Arrêté en décembre dernier, il était accusé d'avoir incité au renversement du régime politique dans le pays. Inès Blagaray. Il était accusé de complot contre le régime. Sher Salman a finalement été condamné à 4 ans de prison pour incitation à la désobéissance et incitation à la haine contre les adeptes d'une confession. Car Sher Salman est à la tête de l'opposition chiite dans un pays où la dynastie au pouvoir est sunnite. Tout commence en février 2011. Sher Salman est l'un des principaux acteurs de la contestation à Bahreïn. Les chiites, qui représentent 65% de la population, réclament un changement du système électoral pour être mieux représentés. Les manifestants défilent plusieurs jours dans les rues avant d'être violemment réprimés par l'armée et la police. D'après des organisations de défense des droits de l'homme, au moins 89 personnes sont tuées et des centaines d'autres arrêtées et jugées. Le tour de Sher Salman vient le 28 décembre 2014. Son arrestation provoque des manifestations dans le pays. On lui reproche d'avoir incité la population à renverser le régime. Lui affirme avoir toujours demandé des réformes de façon pacifique. Au tribunal, on ne lui laisse même pas prendre la parole. Amnesty International dénonce un procès inéquitable et appelle à la libération du dirigeant chiite. Et pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre site internet france24.com. À la une, cet après-midi, le recours à l'article 49.3 de la Constitution à l'Assemblée nationale en France afin de faire passer la loi Macron. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans une quinzaine de minutes.